Ce collier ne vous appartient pas. Les mots, tels la lame d'un couteau, fendirent l'atmosphère feutrée du gala de bienfaisance. Monique Dubois, 64 ans, milliardaire, philanthrope et l'une des femmes les plus puissantes d'Aix-en-Provence, se figea, sa coupe de champagne tremblant dans sa main. Ses yeux d'un bleu pâle étaient rivés sur le délicat pendentif en argent qui reposait contre la peau sombre de la jeune femme servant les amuse-bouches. Pardon ? La voix de Chloé Martin, 21 ans, était assurée, mais son cœur battait à tout rompre. Elle avait travaillé trop dur pour laisser quiconque lui manquer de respect, même une femme portant une robe qui coûtait plus cher que ses frais de scolarité annuels. Monique s'approcha, son visage se vidant de toute couleur. « Où avez-vous eu ce collier ?» Le silence s'abattit sur la salle de bal. Tous les regards se tournèrent pour observer la main de la milliardaire s'avancer, tremblante, vers le cou de la jeune serveuse. Ce qui allait se passer ensuite changerait leur vie à jamais. Chers spectateurs, je vous demande humblement de regarder ou d'écouter jusqu'à la fin et de noter cette histoire sur 10. Votre évaluation m'aidera à vous offrir de meilleures histoires dans les prochaines vidéos. Si vous découvrez mes histoires pour la première fois, abonnez-vous à cette chaîne et activez la cloche maintenant pour ne pas manquer les notifications de mes nouvelles publications quotidiennes. Merci, et plongeons dans l'histoire complète. Le gala d'hiver annuel de la Fondation Dubois était tout ce que Chloé avait imaginé, et absolument rien dont elle ne ferait jamais partie. C'est du moins ce qu'elle pensait 6 heures plus tôt, en nouant son tablier de service blanc immaculé et en pénétrant dans la grande salle de bal d'un grand hôtel historique à Aix-en-Provence. Des lustres en cristal projetaient une lumière prismatique sur les sols en marbre. Des femmes parées de diamants et de soie flottaient devant elle comme des créatures d'un autre monde. Des hommes en smoking, valant plus cher que sa voiture, discutaient de portefeuilles d'actions et de résidences secondaires dans le Luberon. Chloé se déplaçait dans la foule avec une invisibilité professionnelle, offrant des canapés au saumon fumé et des asperges roulées au jambon cru à des invités qui remarquaient à peine son existence. Elle avait travaillé dans suffisamment de ces événements par le biais de services de traiteurs de luxe pour connaître la routine. Sourire poliment. Garder les yeux baissés. Ne pas parler sauf si on vous adresse la parole. Et surtout, ne pas mettre les invités mal à l'aise en leur rappelant que vous êtes un être humain avec vos propres rêves et difficultés. Encore du champagne. Une femme en robe rouge claqua des doigts sans même regarder le visage de Chloé. Chloé hocha la tête et glissa vers le bar, ses pieds déjà endoloris dans ses chaussures plates noires réglementaires. Elle était debout depuis 3 heures de l'après-midi, aidant à la mise en place avant le début de l'événement à 19 heures. Il était maintenant près de 21 heures, et la nuit était loin d'être terminée. « Tu tiens le coup ?» lui murmura Léo Fournier, un autre serveur et l'un de ses camarades de l'université Aix-Marseille, alors qu'ils se croisaient près des portes de la cuisine. Sa peau mate luisait de sueur malgré la climatisation soigneusement contrôlée de la salle de bal. « Mes pieds hurlent, mais j'espère que les pourboires en vaudront la peine, » répondit Chloé à voix basse, réussissant un sourire fatigué. Elle avait besoin de cet argent. Sa bourse d'études couvrait les frais de scolarité, mais la vie à Aix-en-Provence n'était pas donnée. Entre le loyer, les manuels universitaires et la nourriture, elle était toujours à une urgence près du désastre. Ses petits boulots de traiteur les week-ends étaient sa bouée de sauvetage. En retournant dans la salle de bal avec un nouveau plateau de flûte de champagne, la main de Chloé se porta inconsciemment au collier à son cou, une simple chaîne en argent avec un petit pendentif en forme de livre ouvert. C'était le seul bijou qu'elle portait, le seul qu'elle possédait qui avait une signification. Elle l'avait trouvé dans une friperie Emmaüs dans un quartier populaire de Marseille il y a 3 ans, peu après le décès de sa grand-mère. Quelque chose l'avait interpellée ce jour-là, l'avait fait se sentir moins seule. Elle le portait tous les jours, glissé sous ses vêtements, près de son cœur. Ce soir ne faisait pas exception, bien que le col de son uniforme de service le laissât partiellement visible. « Tu as vu Monique Dubois arriver ?» dit Manon Lefebvre, une autre serveuse, blonde et volubile, d'une voix haletante alors que Chloé passait. Elle porte du Chanel. La tenue complète doit coûter une fortune. Tu imagines ? Chloé ne pouvait pas imaginer. Elle ne voulait pas. À quoi bon se torturer avec des rêves impossibles ? Elle avait appris cette leçon très tôt, en grandissant à la Belle de Mai avec une mère célibataire qui cumulait 3 emplois juste pour les nourrir. Sa mère lui avait appris que certaines personnes naissaient avec une cuillère en argent dans la bouche, tandis que d'autres devaient se battre pour chaque centimètre. Monique Dubois n'avait probablement jamais connu un seul jour de difficulté dans toute sa vie privilégiée.
Comme si les pensées de Chloé l'avaient invoqué, une vague d'excitation ondula à travers la foule. Les conversations se turent et les têtes se tournèrent vers la grande entrée. Monique Dubois était arrivée. Même de l'autre côté de la pièce, elle captait l'attention. Grande et élégante malgré ses 64 ans, elle portait ses cheveux blancs en un chignon complexe qui avait probablement nécessité un coiffeur professionnel. Son tailleur Chanel bleu marine était impeccable, ses bijoux discrets mais sans aucun doute coûteux. Elle se déplaçait dans la foule avec l'assurance tranquille de quelqu'un à qui on n'avait jamais dit non, saluant les invités avec des sourires chaleureux et une grâce étudiée. Chloé l'observa un instant, puis détourna le regard. Qu'est-ce que ça pouvait bien faire, se demanda-t-elle, de traverser le monde avec ce genre de certitude? De savoir que les portes s'ouvriraient pour vous, que les gens écouteraient quand vous parleriez, que votre valeur ne serait jamais remise en question. Elle ne le saurait jamais. Elle n'était que la serveuse, invisible jusqu'à ce qu'on ait besoin d'elle, oubliable une fois la nuit terminée. Excusez-moi. Une voix sèche interrompit les pensées de Chloé. Elle se tourna pour trouver un homme blanc plus âgé en smoking qui la fusillait du regard. Vous bloquez le passage. Faites attention. Je vous prie de m'excuser, monsieur, dit automatiquement Chloé, s'écartant, bien qu'elle se soit tenue près du mur, loin de bloquer quoi que ce soit. L'homme grogna et passa sans un autre mot. Manon croisa son regard de l'autre côté de la pièce et lui fit une grimace compatissante. C'était la réalité de leur monde. S'excuser d'exister. Rester petite. Rester silencieuse. Survivre. Chloé prit une profonde inspiration et lissa son tablier. Encore 2 heures, peut-être 3. Elle pouvait le faire. Elle avait fait des choses plus difficiles. Elle pensa à sa mère, qui sortait probablement de son service à l'hôpital où elle travaillait comme aide-soignante. Elle pensa à sa grand-mère, qui avait élevé sa mère seule après avoir fui un mariage violent avec rien d'autre que les vêtements qu'elle portait et une détermination à construire une vie meilleure. Des femmes fortes, des survivantes. Chloé venait de survivante, et elle survivrait à cette nuit. À ces gens, à cette vie qui semblait déterminée à la maintenir à sa place. Elle souleva son plateau et retourna dans la foule, serpentant entre les robes de créateurs et les parfums coûteux. Juste un autre visage invisible dans un océan de richesse et de privilèges. Juste une autre jeune femme essayant de survivre à une autre journée dans un monde qui préférerait qu'elle n'existe pas. La soirée se déroula avec une monotonie prévisible. Le plateau de Chloé se vidait et se remplissait dans un cycle sans fin. Son sourire resta figé sur son visage même lorsque ses joues commencèrent à lui faire mal. Autour d'elle, l'élite fortunée d'Aix-en-Provence se félicitait de sa générosité. Ce gala lèverait des fonds pour des programmes d'alphabétisation pour les jeunes dans les communautés défavorisées. L'ironie n'échappa pas à Chloé. Ces gens dépensaient plus pour leur tenue ce soir que la plupart des familles de ces communautés ne dépensaient en courses en un an, et ils s'attendaient à des applaudissements pour avoir rendu une fraction de leur surplus. Encore une coupe, s'il vous plaît. La voix était cultivée, chaleureuse, et venait de juste derrière elle. Chloé se retourna et se retrouva face à face avec Monique Dubois. De près, la femme était encore plus intimidante. Ses yeux bleus étaient vifs et intelligents, sa posture parfaite. Des diamants scintillaient à ses oreilles et à sa gorge. Mais il y avait autre chose dans son visage, aussi. Une douceur autour de ses yeux, un soupçon de tristesse que les bijoux coûteux ne pouvaient cacher. Bien sûr, madame, dit Chloé, offrant une flûte de son plateau. Leurs doigts s'effleurèrent brièvement lorsque Monique prit le verre, et Chloé remarqua que la main de la femme plus âgée tremblait légèrement. Avant qu'elle ne puisse se demander pourquoi, les yeux de Monique passèrent de son visage à son collier. La coupe de champagne s'arrêta à mi-chemin des lèvres de Monique. Son visage devint complètement blanc. Le verre se mit à trembler violemment dans sa main. Ce collier, murmura Monique, sa voix à peine audible par-dessus le quatuor à cordes qui jouait dans un coin. Où avez-vous eu ce collier? La main de Chloé se porta instinctivement au pendentif en argent. Pardon? Où l'avez-vous eu? La voix de Monique était plus forte maintenant, tranchante d'une émotion que Chloé ne pouvait identifier. Accusatrice. Plusieurs invités à proximité se tournèrent pour regarder. Ce collier. Dites-moi où vous l'avez eu. Chloé sentit son visage s'empourprer. Ça ne pouvait pas arriver. Pas ici. Pas maintenant. Je l'ai acheté dans une friperie.
C'est le mien. Je l'ai payé. C'est impossible. Monique posa sa coupe de champagne sur une table voisine avec un claquement sec. Ses yeux ne quittaient pas le pendentif. Ce collier, ça ne peut pas être. Il ne peut pas être ici. Pas après tout ce temps. Le quatuor à cordes avait cessé de jouer. Les conversations autour d'eux s'éteignirent. En quelques secondes, un cercle de visages curieux et jugeurs les entoura. La panique monta dans la poitrine de Chloé. Elle n'avait rien fait de mal, mais elle savait comment cela apparaissait. Une serveuse noire et une femme blanche riche. Un désaccord sur un bijou. Tout le monde dans cette pièce supposerait automatiquement qu'elle l'avait volé. Madame, je vous promets, je l'ai acheté il y a 3 ans dans un magasin d'occasion dans un quartier populaire de Marseille. Il est à moi. J'ai des reçus. Mais même en le disant, Chloé savait qu'elle n'avait pas de reçus. Qui garde des reçus pour un collier à 15 € acheté 3 ans plus tôt? Marseille. La voix de Monique se brisa. Elle vacilla légèrement et un homme en smoking, son assistant ou son garde du corps, Chloé ne pouvait le dire, se précipita à ses côtés. La boutique Emmaüs de la rue de la Joliette. La bouche de Chloé devint sèche. Oui. Comment avez-vous? Oh mon Dieu. La main de Monique se porta à sa bouche. Des larmes emplirent ses yeux. Oh mon Dieu, il est vraiment là. Après 27 ans, il est vraiment là. Madame Dubois, peut-être devrions-nous aller dans un salon privé, suggéra doucement l'homme en smoking, ses yeux balayant nerveusement la foule grandissante de badauds. Plusieurs personnes avaient sorti leur téléphone, enregistrant. Cela serait sur les réseaux sociaux en quelques minutes. Une riche philanthrope blanche accuse une serveuse noire de vol. Chloé pouvait déjà voir les gros titres. Non. La voix de Monique était ferme. Elle s'approcha de Chloé, ignorant les murmures autour d'eux. S'il vous plaît, j'ai besoin de savoir. Ce pendentif. C'est un livre, n'est-ce pas? Avec une minuscule inscription au dos. D'une main tremblante, Chloé défit le fermoir du collier et retourna le pendentif. Elle n'avait jamais prêté beaucoup d'attention au dos, mais maintenant elle regarda de près. Là, en lettres si petites qu'elle pouvait à peine les déchiffrer, se trouvaient les mots « Pour Camille, ma plus brillante étoile. Avec tout mon amour. M. » Camille, souffla Monique. C'était le nom de ma fille. Le silence dans la salle de bal devint total. Même les serveurs s'étaient arrêtés de bouger. Tout le monde fixait les deux femmes, l'une en vêtements de créateur et diamants, l'autre en uniforme de serveuse avec des yeux fatigués et des pieds douloureux, reliés par un petit collier en argent qui semblait contenir un univers de sens. C'était, s'entendit dire Chloé. Vous avez dit c'était. Elle est morte, dit Monique, et maintenant les larmes coulaient librement sur son visage soigneusement maquillé. Il y a 27 ans. Elle avait 17 ans et elle portait ce collier quand elle a disparu. Chloé sentit le sol se dérober sous ses pieds. Ce ne pouvait être réel. C'était une sorte d'erreur, un malentendu cosmique. Madame, je crois que vous vous méprenez. Ce n'est qu'un collier que j'ai acheté dans une friperie. Il ressemble probablement à celui de votre fille, mais... Non. Monique tendit la main et toucha le pendentif avec des doigts tremblants. Regardez le livre. Voyez cette minuscule imperfection sur la tranche? Comme une petite bosse. Je m'en souviens. Le bijoutier s'en est excusé, a proposé de refaire la pièce, mais Camille a dit que cela rendait le collier unique. Elle l'aimait exactement comme il était. Elle le portait tous les jours pendant 3 ans. Jusqu'au jour où... La voix de Monique se brisa. Elle ne pouvait continuer. Chloé regarda le pendentif de plus près et la vit. Une minuscule irrégularité dans l'argent, exactement où Monique l'avait indiqué. Son cœur se mit à battre la chamade. Mais comment a-t-il atterri dans une friperie? Si votre fille le portait quand elle est morte. Elle n'est pas morte. La voix venait d'un homme noir âgé qui s'était frayé un chemin à travers la foule. Il était en tenue de soirée, comme les autres invités, clairement quelqu'un d'important. Ses yeux sombres étaient bienveillants mais sérieux. Du moins, ce n'est pas ce que la police a conclu. La fille de Monique, Camille Dubois, a disparu du parc Borély à Marseille il y a 27 ans. Elle avait 17 ans.
Son corps n'a jamais été retrouvé. L'affaire n'a jamais été résolue. Monique se tourna vers l'homme avec un regard de pure gratitude. Merci, Pierre. Je ne pouvais pas. Je ne peux pas. Elle se retourna vers Chloé, et dans ses yeux brillait un espoir désespéré et sauvage, douloureux à voir. Ne comprenez-vous pas? Si vous avez trouvé ce collier à Marseille, s'il a trouvé son chemin jusqu'à une friperie, cela signifie que quelqu'un l'avait. Quelqu'un qui savait ce qui est arrivé à Camille. Quelqu'un qui pourrait peut-être me dire ce qui est arrivé à ma fille. Madame Dubois, peut-être devrions-nous poursuivre cette conversation dans un endroit plus privé, suggéra à nouveau l'homme que Monique avait appelé Pierre. Il était d'apparence distinguée, probablement au début de la septantaine, avec des cheveux gris et un air d'autorité tranquille. La jeune femme a l'air sur le point de s'évanouir, et je soupçonne que cette conversation sera difficile pour vous deux. Monique sembla remarquer pour la première fois que Chloé tremblait. Son expression s'adoucit immédiatement. Bien sûr, je suis tellement désolé. Vous devez penser que j'ai perdu la tête, vous accoster comme ça devant tout le monde. Elle regarda la foule d'invités, beaucoup enregistrant toujours sur leur téléphone, leurs visages montrant divers degrés de fascination et de jugement. Ce gala est terminé. Tout le monde, s'il vous plaît, profitez du reste de votre soirée, mais je dois m'absenter. Pierre, pourriez-vous vous occuper du discours de clôture? Bien sûr, dit doucement Pierre. Il se tourna pour s'adresser à la foule avec une aisance professionnelle. Mesdames et messieurs, nous avons déjà dépassé notre objectif de collecte de fonds pour la soirée. Grâce à votre générosité, veuillez continuer à profiter de la musique et des rafraîchissements. Madame Dubois reviendra sous peu pour vous remercier tous personnellement. Mais Monique se dirigeait déjà vers une porte latérale, faisant signe à Chloé de la suivre. Chloé chercha désespérément Léo ou l'un de ses collègues du regard, mais ils la fixaient tous avec des expressions de choc et de confusion. Son superviseur, Monsieur Durand, un homme blanc corpulent qui ignorait habituellement complètement ses serveurs, la regardait avec des yeux plissés. Elle pouvait déjà imaginer la leçon qu'elle recevrait plus tard pour avoir provoqué une scène. « Vas-y », murmura Manon, apparaissant à son coude pour prendre son plateau. « On te couvre. »« C'est fou. »« Ça va ?»« Je ne sais pas, » admit Chloé. « Je ne sais vraiment pas. » Elle suivit Monique par la porte latérale et dans un couloir moquetté, son esprit tourbillonnant. Il y a 27 ans. Une jeune fille de 17 ans qui a disparu. Un collier qui a atterri d'une manière ou d'une autre dans une friperie à Marseille. Rien de tout cela n'avait de sens. La femme qu'elle suivait avait semblé s'y poser, si en contrôle en entrant dans la salle de bal, mais maintenant ses épaules étaient secouées, et Chloé pouvait entendre des sanglots étouffés s'échapper malgré les tentatives évidentes de Monique de les retenir. Elles entrèrent dans une petite salle de conférence. Monique s'effondra sur une chaise à la grande table en bois et enfouit son visage dans ses mains. Pierre les avait suivis et avait fermé la porte doucement derrière elle, leur donnant de l'intimité. Pendant un long moment, le seul son fut les pleurs étouffés de Monique. Chloé se tenait maladroitement près de la porte, le collier toujours serré dans sa main, ne sachant que faire ou dire. « Je suis désolée, » dit finalement Monique en relevant le visage. Son maquillage était ruiné, du mascara traçant des sillons sur ses joues. D'une certaine manière, cela la rendait plus humaine, plus réelle que la milliardaire impeccable qui était entrée dans la salle de bal plus tôt. « Je suis désolée d'avoir fait une scène. Je suis désolée de vous avoir effrayé. Vous devez penser que je suis complètement folle. » « Non, madame, » dit doucement Chloé. « Vous pensez que ce collier appartenait à votre fille. Ce n'est pas de la folie. C'est dévastateur. » Monique laissa échapper un son qui était mi-rire, mi-sanglot. Dévastateur. Oui, c'est un bon mot. Avez-vous des enfants, mademoiselle? Je suis désolé, je ne connais même pas votre nom. Chloé. Chloé Martin. Et non, madame, je n'ai pas d'enfant. Je n'ai que 21 ans. Je suis étudiante à l'université Aix-Marseille. Si jeune, dit doucement Monique. Le même âge que Camille aurait eu quand elle. Si elle avait vécu pour. Elle s'arrêta, incapable de finir la phrase. Elle prit une profonde inspiration et se composa avec un effort visible. Puis-je revoir le collier, s'il vous plaît? Chloé s'approcha lentement de la table et tendit le pendentif.
Monique le prit avec des mains tremblantes, ses doigts traçant le délicat livre en argent, la minuscule imperfection sur la tranche, l'inscription au dos. De nouvelles larmes tombèrent sur le bois poli de la table. Je le lui ai offert pour son 14e anniversaire, dit Monique, sa voix lointaine, perdue dans ses souvenirs. Camille adorait lire. Elle passait toujours des livres en douce à l'école, lisait sous son bureau pendant les cours de maths, veillait après minuit avec une lampe de poche sous ses couvertures. Son père et moi avions l'habitude de plaisanter en disant qu'elle épouserait un livre un jour au lieu d'une personne. Elle sourit à travers ses larmes. Elle disait qu'elle voulait être enseignante. Elle voulait ouvrir une bibliothèque dans un quartier qui n'en avait pas. S'assurer que chaque enfant ait accès aux histoires et au savoir. C'était une si bonne fille. Si intelligente, si gentille, si pleine de rêves. Chloé sentit ses propres yeux s'embuer de larmes. Elle pensa à ses propres rêves, à sa propre détermination à construire une vie meilleure. Elle pensa à ce que cela signifierait pour sa mère si elle disparaissait, si elle s'évanouissait sans laisser de traces. La douleur serait insupportable, sans fin. Que lui est-il arrivé? Demanda doucement Chloé. Si vous êtes à l'aise pour me le dire. Monique prit une inspiration saccadée. C'était le 7 mai 1998. Camille était allée au parc Borély après l'école avec des amis. C'était une belle journée de printemps. Elle m'a appelé vers 17h pour me dire qu'elle allait rester un peu plus longtemps, regarder le coucher de soleil. Je lui ai dit d'être à la maison avant la nuit. La voix de Monique se brisa. Elle n'est jamais rentrée. Son amie a dit qu'elle était partie vers 18h30. Qu'elle allait marcher jusqu'à la station de tramway, mais elle n'y est jamais arrivée. Elle a juste disparu. Comme si elle n'avait jamais existé. La gendarmerie a enquêté? Demanda Chloé. Oh, oui. Pendant des mois. Ils ont fouillé le parc, le littoral méditerranéen, chaque recoin de la ville. Ils ont interrogé tous ceux qui se trouvaient dans la région ce jour-là. Ses amis, des inconnus, tout le monde. Rien. Pas de témoins, pas d'indices, pas de corps. L'affaire a été classée en moins d'1 an. La voix de Monique se durcit d'une vieille colère. Le détective chargé de son cas m'a dit que je devrais accepter qu'elle avait probablement fugué. Pouvez-vous imaginer? Ma Camille, qui m'appelait tous les après-midi pour me raconter sa journée, qui planifiait son avenir, qui avait tout pour vivre. Il voulait que je croie qu'elle avait simplement quitté sa vie sans un mot. Vous n'y avez pas cru, dit Chloé. Ce n'était pas une question. Jamais. Pas une seule seconde. Camille et moi, nous étions proches. Elle me disait tout. Si elle avait été malheureuse, si elle avait voulu partir, elle m'en aurait parlé. Nous aurions trouvé une solution ensemble. Non, quelque chose lui est arrivé ce jour-là. Quelqu'un l'a emmenée. Quelqu'un lui a fait du mal. Et pendant 27 ans, j'ai vécu sans savoir quoi, qui, ni pourquoi. J'ai vécu avec le cauchemar de l'imagination, de me représenter toutes les fins horribles possibles à son histoire. Chloé s'assit lentement sur une chaise en face de Monique. Et maintenant, ce collier réapparaît. Après tout ce temps. Après tout ce temps, répéta Monique. Elle leva les yeux vers Chloé avec ses yeux bleus perçants, maintenant rougis par les larmes, mais intensément concentrés. Vous avez dit que vous l'aviez acheté il y a 3 ans dans une boutique Emmaüs à Marseille. Vous souvenez-vous d'autre chose de ce jour-là? Y avait-il quelque chose d'inhabituel à propos du collier? De la façon dont il était présenté? Chloé ferma les yeux, essayant de retrouver un souvenir d'il y a 3 ans. Elle avait 18 ans, fraîchement sortie du lycée, submergée par l'énormité de commencer ses études à l'université. Sa grand-mère venait de mourir, et elle se noyait dans le chagrin. Elle était allée à la friperie en quête de quoi? De distraction, de réconfort, quelque chose qu'elle pouvait se permettre et qui pourrait la faire se sentir moins perdue. Il était dans un bac de bijoux emmêlés, dit-elle lentement. Tout mélangé, rien d'organisé. Je passais juste mes doigts dedans, sans vraiment chercher quelque chose de spécifique. Et puis j'ai senti celui-ci. Et quand je l'ai sorti et que j'ai vu le livre, je ne sais pas, ça m'a juste semblé juste, comme s'il était destiné à être le mien. Ça a l'air stupide, probablement. Ça n'a rien de stupide, dit doucement Monique.
Pierre avait discrètement quitté la pièce à un moment donné et était revenu avec des bouteilles d'eau et une boîte de mouchoirs. Il les posa sur la table sans un mot, ses yeux bienveillants se déplaçant entre Monique et Chloé avec inquiétude. Monique attrapa un mouchoir et tamponna son maquillage ruiné. « Je dois vous demander quelque chose, » dit Monique, sa voix plus stable maintenant. « Et s'il vous plaît, comprenez que je ne vous accuse de rien. Mais savez-vous qui a fait don des articles à cette friperie? Avez-vous un lien avec Marseille au-delà du fait de vivre dans la région? » Chloé secoua la tête. « J'ai grandi à la Belle de Mai, un autre quartier. Je ne suis allé à cette boutique que parce qu'elle était sur ma ligne de bus pour le campus. Et non, je n'ai aucune idée de qui l'a donnée. Les friperies ne tiennent généralement pas de registre de ce genre, n'est-ce pas? Les gens déposent juste des sacs de choses et partent. » Habituellement, oui, intervint Pierre pour la première fois depuis qu'ils étaient entrés dans la pièce. Sa voix était profonde et mesurée. Mais parfois, à des fins fiscales, les donateurs remplissent des formulaires s'ils donnent des articles de grande valeur. C'est peu probable, mais la boutique pourrait avoir des archives d'il y a 3 ans. Les aurait-il encore? Demanda Chloé. Et nous les donnerait-il seulement? N'est-ce pas une information privée? Dans des circonstances normales, oui, dit Pierre, mais ce ne sont pas des circonstances normales. Monique a des ressources. Des détectives privés, des avocats, des relations à la gendarmerie. S'il y a un moyen de retrouver l'origine de ce collier, nous le trouverons. Monique se pencha en avant, les yeux intenses. Chloé, je sais que c'est beaucoup demandé. Vous êtes venu ici ce soir pour travailler comme traiteur, pas pour être entraîné dans une affaire classée vieille de 27 ans. Mais seriez-vous prête à nous aider? Seriez-vous prête à retourner à cette boutique, à leur parler, peut-être à rafraîchir la mémoire de quelqu'un sur les dons d'il y a 3 ans? L'esprit de Chloé était en ébullition. Il y a 1 heure, elle était une serveuse, invisible et sans importance. Maintenant, elle était assise en face de l'une des femmes les plus riches d'Aix-en-Provence, se voyant demander de l'aide pour résoudre un mystère qui hantait cette femme depuis près de 3 décennies. Cela semblait surréaliste, comme si elle était entrée dans la vie de quelqu'un d'autre. « Je ne comprends pas pourquoi vous avez besoin de moi, » dit Chloé prudemment. « Vous avez des ressources, comme l'a dit Pierre. Des enquêteurs, des avocats. Pourquoi avez-vous besoin d'une étudiante fauchée qui a juste acheté un collier? Parce que vous êtes la connexion, dit simplement Monique. Vous êtes le lien entre ma fille et ce qui lui est arrivé. Le collier vous a trouvé d'une manière ou d'une autre. Peut-être que c'est le destin. Peut-être que c'est une coïncidence. Mais vous faites partie de cette histoire maintenant. Et elle hésita, puis continua. Et je pense que les gens à Marseille seraient plus enclins à vous parler qu'à une riche femme blanche qui débarque avec des avocats et des enquêteurs. Vous comprenez cette communauté d'une manière que je ne pourrais jamais. Chloé voulait argumenter, voulait souligner toutes les suppositions dans cette déclaration, mais elle ne pouvait nier la vérité qu'elle contenait. Marseille abritait des quartiers populaires, à majorité ouvrière, très soudés. Si Monique Dubois se présentait en posant des questions, les gens se refermeraient. Ils avaient vu trop d'étrangers venir dans leur communauté les traitant comme des criminels, des suspects, des problèmes à résoudre plutôt que des personnes à respecter. Mais Chloé, une jeune femme noire, une étudiante, quelqu'un d'un milieu similaire, pourrait avoir une chance de les faire parler. « Et si nous ne trouvons rien ?» demanda Chloé. « Et si la piste est complètement froide et que ce collier ne mène nulle part? Alors au moins, je saurai que j'ai essayé, dit Monique. Et j'aurai une petite partie de Camille de retour. Le collier lui-même, le savoir qu'il a survécu, que quelqu'un l'a porté et chéri même sans connaître son histoire. Cela signifie quelque chose pour moi. Cela signifie que la mémoire de Camille a survécu d'une petite manière. » Chloé regarda le pendentif en argent, toujours posé sur la table entre elles. Elle pensa à sa propre grand-mère, partie depuis 3 ans. Elle pensa au deuil qui ne finit jamais vraiment, qui change juste de forme, devient quelque chose que l'on apprend à porter. Elle pensa à quel point elle voudrait désespérément des réponses si quelqu'un qu'elle aimait avait disparu sans laisser de traces. « D'accord, dit-elle doucement. Je vais vous aider. Je ferai tout ce que je peux. » Le visage de Monique se plissa de soulagement. Elle tendit la main à travers la table et attrapa celle de Chloé, la serrant fermement. « Merci. Merci beaucoup.
Vous n'avez aucune idée de ce que cela signifie pour moi. J'ai peut-être une petite idée, dit Chloé en lui rendant sa poignée de main. Elle pensa à son superviseur, probablement furieux qu'elle ait disparu du gala. Elle pensa aux vidéos que les gens avaient prises, probablement déjà virales en ligne. Elle pensa à sa mère, qui s'inquiéterait en apprenant tout cela. Mais je dois finir mon service ce soir. Mon superviseur doit être en train de faire une crise cardiaque, et j'ai besoin de ce travail. Absolument pas, dit fermement Monique. Vous ne retournerez pas servir du champagne à des gens qui vous filmaient avec leur téléphone comme si vous étiez un spectacle pour leur divertissement. Pierre, s'il vous plaît, occupez-vous de ça. Assurez-vous que mademoiselle Martin reçoive son salaire complet pour la soirée, plus un pourboire généreux pour le dérangement. Et obtenez le nom de son superviseur. Je veux m'assurer qu'il n'y ait aucune répercussion pour son départ anticipé. Madame Dubois, vous n'êtes pas obligée. Commença Chloé. Si, je le suis. Vous me rendez un énorme service. Le moins que je puisse faire est de m'assurer que vous n'en souffriez pas professionnellement. Monique se leva. Soudainement, redevenue femme d'affaires. Maintenant, laissez-moi vous donner mon numéro de portable personnel. Je veux que vous rentriez chez vous, que vous vous reposiez, et que vous réfléchissiez à tout ce dont nous avons discuté. Demain, si vous êtes toujours d'accord, nous commencerons notre enquête. Cela vous semble-t-il raisonnable? Cela ne semblait pas du tout raisonnable. Rien dans cette nuit n'était raisonnable. Mais Chloé se retrouva à hocher la tête, à accepter la carte de visite que Monique lui tendit, à se faire escorter hors de l'hôtel par une sortie privée pour éviter les derniers invités du gala et leurs caméras. Pierre organisa un service de voiture avec chauffeur pour la ramener chez elle, refusant de la laisser prendre le tramway si tard le soir. Assise à l'arrière de la berline de luxe noire, regardant les lumières d'Aix-en-Provence défiler par la fenêtre, Chloé serra le collier dans sa main et se demanda à quoi elle venait de consentir. Elle n'était qu'une étudiante essayant de s'en sortir. Elle n'était pas une enquêtrice. Elle n'était pas équipée pour aider à résoudre une affaire classée qui avait déconcerté la gendarmerie pendant 27 ans. Mais quelque chose dans les yeux de Monique l'avait interpellée. Quelque chose dans l'espoir désespéré et l'angoisse à peine contenue de la femme plus âgée avait rendu impossible de dire non. Elle pensa à Camille Dubois, 17 ans, pleine de rêves et de projets, qui était allée voir un coucher de soleil et n'était jamais rentrée. Elle pensa à toutes les autres filles, les autres femmes disparues dont les histoires ne faisaient jamais la une, dont les cas n'étaient jamais correctement enquêtés, qui étaient oubliées par tout le monde sauf les gens qui les aimaient. Elle pensa à toute la douleur qu'il y avait dans le monde, à toutes les pertes, et à la rareté avec laquelle quelqu'un faisait quelque chose. Peut-être qu'elle ne pourrait pas résoudre cette affaire. Peut-être que cela ne mènerait nulle part. Mais au moins, elle pouvait essayer. Au moins, elle pouvait donner à Monique Dubois une nuit d'espoir, une possibilité que peut-être, après 27 ans, des réponses pourraient enfin être apportées demain. Chloé ne dormit pas cette nuit-là. Allongée dans son petit appartement du quartier des Facultés, son esprit ressassait tout ce qui s'était passé. À 2 heures du matin, elle abandonna finalement l'idée de dormir et ouvrit son ordinateur portable. Elle tapa « Disparition Camille Dubois Marseille » dans la barre de recherche et vit des pages de résultats apparaître. L'affaire avait fait la une des journaux en 1998. Elle découvrit des titres criards sur la fille du milliardaire disparu, les efforts de recherche massifs, les impasses et les fausses pistes. Elle cliqua sur article après article, lisant sur l'enquête, les théories, la poignée de supposées observations qui n'avaient jamais mené nulle part. Il y avait des photos de Camille, une belle jeune fille aux cheveux sombres et aux yeux bleus perçants de sa mère, souriant sur sa photo de l'annuaire du lycée. Il y avait des photos de Monique et de son mari, Henri, décédé 8 ans après la disparition de Camille, apparemment d'une crise cardiaque. Bien que les articles suggèrent que le chagrin l'avait tué aussi sûrement que n'importe quelle maladie physique. Les sections de commentaires sous les anciens articles rendirent Chloé malade. Les gens spéculaient sauvagement, lançant des théories sans preuve. Certains disaient que Camille s'était enfuie pour rejoindre une secte. D'autres suggéraient qu'elle avait été tuée par un prédateur en série qui était actif dans la région à l'époque. D'autres encore proposaient des scénarios de plus en plus farfelus impliquant la traite des êtres humains, la protection des témoins ou une disparition volontaire. Tout le monde avait une opinion. Personne n'avait de vraie réponse. À 8 heures du matin, le téléphone de Chloé sonna. Le nom de Monique s'afficha à l'écran. Elle avait enregistré le numéro la veille,
bien qu'elle se soit à moitié convaincue dans les heures sombres du matin qu'elle avait imaginé toute cette soirée surréaliste. Bonjour, Chloé. J'espère que je n'appelle pas trop tôt. Je n'ai pas pu dormir, et j'ai pensé. J'espérais que vous seriez peut-être réveillé aussi. Je suis réveillé, confirma Chloé. J'ai lu des choses sur Camille, sur l'affaire. Je suis tellement désolé, Madame Dubois. Appelez-moi Monique, s'il vous plaît. Et merci d'avoir pris le temps de faire des recherches. Je sais qu'Internet est plein de spéculations folles et de détectives en fauteuil qui pensent avoir tout résolu depuis leur clavier. La vérité est beaucoup plus simple et beaucoup plus frustrante. Personne ne sait ce qui est arrivé à ma fille. Jusqu'à maintenant, peut-être, dit Chloé. Le collier doit signifier quelque chose. C'est ce que j'espère. Êtes-vous libre aujourd'hui? Je sais que c'est dimanche et que vous avez probablement des devoirs ou des projets, mais j'aimerais aller à cette friperie ensemble si vous êtes d'accord. Plus tôt nous commencerons, meilleure sera notre chance de trouver quelqu'un qui pourrait se souvenir de quelque chose. Chloé regarda son petit appartement, les manuels empilés sur son bureau, les dissertations d'économie qu'elle devrait être en train d'écrire, la vraie vie qu'elle était censée vivre. Puis elle pensa à Camille Dubois, figée à 17 ans sur toutes ses photos de journaux. Son avenir volé par quelqu'un. Sa mère laissait à se demander pendant 27 ans ce qui s'était passé. Je suis libre, dit Chloé. À quelle heure? 2 heures plus tard, Chloé se tenait devant son immeuble et regardait une berline de luxe s'arrêter au bord du trottoir. Monique conduisait seule cette fois, sans Pierre ni garde du corps ou assistant. Elle était vêtue simplement d'un jean et d'un pull, ses cheveux attachés en une queue de cheval. Sans les vêtements de créateur et le maquillage parfait, elle avait l'air vulnérable, fatiguée, et ressemblait beaucoup à n'importe quelle autre mère qui avait perdu un enfant. Merci d'être venue, dit Monique alors que Chloé montait sur le siège passager. Je n'étais pas sûr que vous ne changeriez pas d'avis pendant la nuit. J'ai failli, admit Chloé. Ce n'est pas vraiment mon domaine d'expertise. Je suis en école de commerce. Je travaille à temps partiel comme serveuse dans des fêtes de riches. Je ne suis pas fantomette. Monique sourit légèrement. Camille adorait les enquêtes de Fantomette quand elle était plus jeune. Elle les a tous lues plusieurs fois. Elle en laissait partout dans la maison. Le sourire s'effaça. Après sa disparition, je n'ai pas pu me résoudre à m'en débarrasser. Sa chambre est exactement comme elle l'a laissée. Je sais que c'est probablement malsain, mais je ne pouvais pas. Je ne pouvais tout simplement pas. Elles conduisirent jusqu'à Marseille en silence, chacune perdue dans ses pensées. Quand elles se garèrent devant la boutique Emmaüs de la rue de la Joliette, Chloé ressentit une étrange sensation de déjà-vu. Elle était venue ici des dizaines de fois au cours des 3 dernières années, toujours à la recherche de bonnes affaires, essayant d'étirer son budget limité aussi loin que possible. Elle n'aurait jamais imaginé y retourner dans ces circonstances. La boutique était bondée pour un dimanche matin. Les gens fouillaient dans les portants de vêtements, examinaient les meubles, remplissaient des sacs d'articles de la section maison. Chloé conduisit Monique au comptoir des bijoux où une femme noire d'âge moyen avec des yeux bienveillants et des tresses élaborées organisait des colliers. « Excusez-moi, dit Chloé. J'espère que vous pourrez nous aider. Il y a 3 ans, j'ai acheté un collier dans cette boutique. Nous essayons de savoir qui aurait pu le donner. » La femme leva les yeux, son expression amicale mais sceptique. « Il y a 3 ans. Ma chérie, je ne pense pas pouvoir vous aider. Nous recevons des dons tous les jours. Des centaines d'articles. Je ne pourrai jamais me souvenir d'un collier d'il y a 3 ans. Je comprends, dit Monique en s'avançant. Sa voix était douce, respectueuse. Mais c'est très important. Le collier appartenait à ma fille. Elle a disparu il y a 27 ans. Découvrir d'où vient ce collier pourrait nous aider à comprendre ce qui lui est arrivé. L'expression de la femme changea immédiatement. Oh mon Dieu! Est-ce que vous parlez de Camille Dubois? Je me souviens de cette affaire. C'était partout dans les journaux à l'époque. Elle regarda Monique avec une reconnaissance naissante. Vous êtes sa mère. Je le suis, dit doucement Monique. Les yeux de la femme s'emplirent de larmes. Je suis tellement désolé. Je ne peux même pas imaginer. Laissez-moi aller chercher le directeur. Si quelqu'un a des archives d'il y a 3 ans, c'est bien lui.
Il s'appelle Jean-Paul, et il est ici depuis 20 ans. Il gère ça d'une main de maître, conserve des registres détaillés des gros dons à des fins fiscales. Elle disparut dans l'arrière-boutique et Chloé et Monique attendirent, la tension montant. Chloé observait les mains de Monique, remarqua qu'elle tremblait à nouveau, comme la veille lorsqu'elle avait vu le collier pour la première fois. Combien d'espoir une personne pouvait-elle contenir avant que cela ne devienne insupportable? Combien de fois Monique avait-elle eu de faux espoirs au cours des 27 dernières années, pour les voir anéantis? Quelques minutes plus tard, un homme noir plus âgé avec des cheveux gris et des lunettes sortit de l'arrière. Il avait probablement la soixantaine, avec la manière prudente et précise de quelqu'un qui prenait ses responsabilités au sérieux. « Madame Dubois, dit-il en tendant la main. Je m'appelle Jean-Paul Moreau. Valérie m'a dit pourquoi vous êtes ici. Je veux aider si je le peux. » Jean-Paul les conduisit à un bureau exigu à l'arrière du magasin, ses murs tapissés de classeurs et de boîtes d'archives. « Je conserve chaque formulaire de don pendant 7 ans avant de les détruire, expliqua-t-il en sortant un tiroir étiqueté 2022. Si quelqu'un a donné ce collier il y a 3 ans, et s'il a rempli les papiers, j'aurai ces informations. Mais vous devez comprendre, la plupart des gens déposent juste des choses et partent. Ils ne veulent pas de la paperasse, ne se soucient pas de la déduction fiscale, donc les chances de trouver quelque chose sont assez minces. Nous comprenons, dit Monique. Mais nous devons essayer. Jean-Paul hocha la tête et commença à sortir des dossiers. Vous souvenez-vous de quel mois vous l'avez acheté? Demanda-t-il à Chloé. Chloé ferma les yeux, réfléchissant. Il faisait froid. Je me souviens que je portais mon manteau d'hiver. Donc, probablement janvier ou février. Certainement pas plus tard que mars. Ça aide à affiner la recherche. Jean-Paul sortit 3 dossiers épais et les posa sur son bureau. Ce sont tous les formulaires de dons de janvier à mars 2022. Laissez-moi voir ce collier. Monique tendit le pendentif en argent. Jean-Paul l'examina attentivement, puis regarda son écran d'ordinateur. Je photographie les articles inhabituels quand ils arrivent, surtout les bijoux. Ce n'est pas une politique officielle, juste quelque chose que j'ai commencé à faire de mon côté pour aider à suivre l'inventaire. Il fit défiler des fichiers. Voilà. Bijoux reçus en janvier et février 2022. Il cliqua sur des dizaines de photos, bagues, bracelets, montres, colliers, puis soudain, il était là. Le pendentif en forme de livre en argent, photographié sur un fond blanc. La date sur la photo indiquait le 7 février 2022. C'est lui, souffla Monique. C'est le collier de Camille. Jean-Paul référença le numéro de la photo et sortit le formulaire de don correspondant. Pendant un instant, il resta silencieux, lisant les informations. Puis il leva les yeux vers Monique avec une expression que Chloé ne put déchiffrer. Le nom de la donatrice est Sandrine Bernard, dit-il lentement. Elle a donné 3 sacs de vêtements et d'accessoires le 7 février. Elle a rempli le formulaire à des fins fiscales, ce qui signifie que j'ai son adresse et son numéro de téléphone. Mais il hésita. Je reconnais ce nom. Madame Bernard est une donatrice semi-régulière. Elle vient quelques fois par an avec des articles. Elle m'a mentionné une fois qu'elle gérait un petit foyer pour jeunes en difficulté. Depuis environ 15 ans. Le visage de Monique devint pâle. Un foyer pour adolescents, entre autres. Oui. Elle accueille des jeunes qui sortent de l'aide sociale à l'enfance. Des jeunes qui ont besoin d'un endroit sûr pendant qu'ils mettent de l'ordre dans leur vie. Elle fait du bon travail, d'après ce que je comprends. Il semblait mal à l'aise. Madame Dubois, avant que vous ne tiriez des conclusions hâtives, je veux dire que Madame Bernard m'a toujours semblé être une bonne personne. Elle est gentille. Elle se soucie de ces jeunes. Je ne veux pas que vous pensiez. Je ne pense rien, interrompit Monique, bien que sa voix soit tendue d'une émotion contenue. J'ai juste besoin de lui parler. J'ai besoin de savoir comment elle a obtenu ce collier. Jean-Paul nota l'adresse et le numéro de téléphone sur un bout de papier. Le foyer se trouve dans le quartier de Sainte-Marguerite. Je vais l'appeler d'abord. La prévenir que vous arrivez, si cela vous convient. Je ne veux pas lui tendre une embuscade et je pense qu'elle sera plus disposée à parler si elle est prévenue. C'est bien, accepta Monique. Merci, Jean-Paul. Merci beaucoup. Elles attendirent pendant que Jean-Paul passait l'appel,
sortant du bureau pour lui laisser de l'intimité. Le cœur de Chloé battait à tout rompre. Un foyer. Pour adolescents. Camille avait 17 ans quand elle a disparu. Aurait-elle pu, d'une manière ou d'une autre, se retrouver dans un foyer? Mais cela n'avait aucun sens. Si elle avait été en vie, si elle avait été à Marseille tout ce temps, quelqu'un ne l'aurait-il pas reconnue? N'aurait-elle pas essayé de contacter sa famille? Jean-Paul sortit du bureau, son expression troublée. Elle vous recevra, mais elle avait l'air très confuse et bouleversée. J'ai essayé d'expliquer aussi doucement que possible, mais cela va être difficile pour elle. S'il vous plaît, soyez gentille. Quoi qu'il soit arrivé, je ne pense pas que Madame Bernard ait quoi que ce soit à voir avec la disparition de votre fille. Je serai gentille, promit Monique. Mais j'ai besoin de réponses. J'ai attendu 27 ans. Je ne peux plus attendre. Le trajet jusqu'à Sainte-Marguerite fut tendu et silencieux. Chloé pouvait voir les jointures de Monique blanchir sur le volant. Pouvait entendre sa respiration trop rapide, trop superficielle. Elle était terrifiée pour elle. Terrifiée de ce qu'elle pourrait trouver. Terrifiée de ce qu'elle pourrait ne pas trouver. Le foyer était une modeste maison de 3 étages dans une rue calme. La pelouse était soignée, la peinture fraîche, les fenêtres égayées de rideaux. Une plaque peinte à la main sur la boîte aux lettres indiquait « Foyer Le Havre Sûr ». Alors qu'elle montait les marches du perron, la porte s'ouvrit et une femme noire d'une 50aine d'années se tint sur le seuil. Elle était corpulente, avec des yeux bruns chaleureux et des rides d'inquiétude profondément gravées sur son front. « Madame Dubois, dit-elle doucement. Je suis Sandrine Bernard. Veuillez entrer. » Elles la suivirent dans un salon propre mais encombré des débris de plusieurs personnes partageant un espace, sac à dos, chaussures, livres, une console de jeux vidéo, des magazines. Des photos de famille couvraient les murs, montrant des groupes de jeunes de différents âges et ethnies, tous souriants, tous semblant en sécurité et aimés. « Puis-je vous offrir un café? De l'eau? » demanda Sandrine, ses mains se tordant nerveusement. « Non, merci, dit Monique. Madame Bernard, j'irai droit au but. Il y a 3 ans, vous avez fait don de certains articles à la boutique Emmaüs de la rue de la Joliette. Parmi ces articles se trouvait un collier en argent avec un pendentif en forme de livre. Ce collier appartenait à ma fille, Camille. Elle le portait quand elle a disparu il y a 27 ans. J'ai besoin de savoir comment vous l'avez obtenu. Sandrine s'effondra sur une chaise, son visage se vidant de couleur. Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Je pensais. Quand Jean-Paul a appelé, je pensais que c'était peut-être à propos d'un de mes jeunes qui avait des ennuis ou. Mais ça. Elle leva les yeux vers Monique avec horreur. Madame Dubois, je vous jure, je n'en avais aucune idée. Je n'ai jamais fait de mal à personne. Je ne ferai jamais. Je ne vous accuse de rien, dit Monique, bien que Chloé puisse entendre la tension dans sa voix. J'ai juste besoin de savoir d'où venait le collier. S'il vous plaît. Sandrine prit une inspiration tremblante. Je l'ai trouvé. Ou plutôt, ce n'est pas moi qui l'ai trouvé. Une de mes filles l'a trouvé. Elle s'appelle Clara. Elle est avec moi depuis 4 ans maintenant. Elle est venue chez moi à 15 ans, après être sortie du système de l'ASE. Une jeune fille difficile, beaucoup de traumatismes, mais elle a travaillé si dur pour changer sa vie. La voix de Sandrine se renforça en parlant de la jeune fille, clairement protectrice. Il y a environ 3 ans, Clara faisait le tri dans ses affaires, passant en revue de vieilles choses de quand elle est arrivée chez moi. Elle a trouvé ce collier mélangé à ses affaires. Elle a dit qu'elle ne se souvenait pas d'où il venait, qu'elle n'en voulait pas, et m'a demandé si je voulais le garder ou le donner. Je l'ai regardé et j'ai trouvé qu'il était joli, mais pas vraiment mon style. Alors, je l'ai ajouté à ma pile de dons. Où est Clara maintenant? Demanda Monique d'urgence. J'ai besoin de lui parler. Elle est au travail. Elle a un emploi dans un café branché dans le panier. Elle s'en sort très bien, Madame Dubois. Elle est inscrite à l'université. Elle reste clean. Elle. La voix de Sandrine se brisa. S'il vous plaît, ne ruinez pas sa vie. Quoi qu'il soit arrivé avec ce collier, je vous promets que Clara n'a rien fait de mal. Elle n'était qu'une enfant elle-même. Je n'essaie de ruiner la vie de personne, dit Monique.
Mais il y avait de l'acier dans sa voix maintenant. Mais si Clara sait quelque chose sur ce qui est arrivé à Camille, j'ai besoin de l'entendre. S'il vous plaît, donnez-moi l'adresse de son travail. Le café s'appelait « Le Gratin », et il était bondé de la foule de l'après-midi lorsque Monique et Chloé arrivèrent. À travers la fenêtre, elle pouvait voir de jeunes baristas se déplaçant efficacement derrière le comptoir, prenant les commandes, préparant les boissons, discutant avec les clients. Sandrine avait appelé à l'avance, donc Clara les attendait, bien qu'elle ait dit à Sandrine qu'elle ne comprenait pas de quoi il s'agissait. « C'est elle », dit doucement Monique, montrant une jeune femme noire avec les cheveux attachés en une queue de cheval, portant le tablier vers signature du café. Elle riait de quelque chose qu'un client avait dit, son visage entier lumineux et ouvert. Elle avait l'air d'avoir 24 ou 25 ans, en bonne santé et heureuse, sa vie apparemment en ordre. Elle n'avait pas l'air de quelqu'un portant les secrets d'une disparition vieille de 27 ans. Elles attendirent que le service de Clara se termine à 16 heures. Elle sortit du café, les repéra près de la voiture de Monique et s'approcha lentement, prudemment. De près, Chloé pouvait voir la lassitude dans ses yeux, la posture défensive de ses épaules. C'était quelqu'un qui avait appris très tôt dans la vie à ne pas faire confiance facilement. « Madame Dubois », dit Clara. « Sandrine m'a appelé. Elle a dit que vous vouliez parler d'un collier que j'ai trouvé. Je ne comprends pas de quoi il s'agit. Pouvons-nous aller quelque part de privé ?» demanda Monique. « Cette conversation va être difficile et je préférerais ne pas la voir dans la rue. » Elles se retrouvèrent dans un parc voisin, assises à une table de pique-nique sous les branches nues des chênes. Novembre laissait place à décembre, et l'air était assez froid pour voir leur souffle. Monique montra à Clara le collier, toujours dans sa main, et observa attentivement le visage de la jeune femme. « Reconnaissez-vous ceci ?» demanda Monique. Clara fronça les sourcils. « Je veux dire, ça me dit quelque chose, je suppose. Sandrine a dit qu'elle l'avait donné il y a quelques années. Je lui ai dit qu'elle pouvait. Je n'en voulais pas. Vous souvenez-vous où vous l'avez eu? Pas vraiment. J'avais beaucoup de choses quand je suis arrivé chez Sandrine. J'étais dans différents endroits avant ça. Foyer, famille d'accueil, centre d'hébergement. Les choses s'accumulaient, vous savez. Je déménageais tout le temps, je faisais et défaisais mes valises. La moitié du temps, je ne me souvenais même pas de ce que je possédais. Le visage de Monique s'affaissa légèrement, mais elle insista. « Clara, ce collier appartenait à ma fille. Elle s'appelait Camille Dubois. Elle a disparu il y a 27 ans quand elle avait 17 ans. Elle portait ce collier quand elle a disparu. J'ai besoin que vous réfléchissiez très attentivement. Y a-t-il une quelconque possibilité que vous ayez obtenu ce collier avant de venir chez Sandrine? Un souvenir, même vague, de son origine? » Les yeux de Clara s'écarquillèrent. « Attendez, Camille Dubois. Je connais ce nom. Il y a eu un grand truc à ce sujet il y a quelque temps, comme un anniversaire ou quelque chose dans les nouvelles. La fille du milliardaire qui a disparu. » Elle regarda Monique avec une horreur naissante. « Vous êtes sa mère. »« Je le suis, et je vous supplie de m'aider si vous le pouvez. Tout ce dont vous vous souvenez, aussi petit ou insignifiant que cela puisse paraître, pourrait être important. » Le visage de Clara se crispa sous l'effort de se souvenir. Elle ferma les yeux, réfléchissant. « J'ai été dans tellement d'endroits quand j'étais enfant. Ma mère avait des problèmes d'addiction. On m'a enlevé quand j'avais 8 ans. Après ça, c'était juste un placement après l'autre. Certains étaient bien, d'autres terribles. J'ai honnêtement essayé d'oublier la plupart de tout ça. Mais le collier, » elle ouvrit soudainement les yeux. « Attendez, il y avait cet endroit. J'y étais quand j'avais peut-être 11 ou 12 ans. Ce n'était pas une famille d'accueil officielle ou quoi que ce soit. C'était la maison de cette femme. Elle accueillait des enfants parfois, juste temporairement quand le système était surchargé. Son nom était... Mon Dieu. Comment s'appelait-elle? Quelque chose comme... Nathalie. Vous souvenez-vous où était cette maison? Demanda doucement Chloé. À la Belle de Mai, je crois. Près du Vieux-Port. C'était il y a longtemps, et je n'y suis resté que quelques mois avant qu'on me déplace ailleurs. Le front de Clara se plissa. La femme était assez gentille, je suppose. Mais il y avait quelque chose de triste chez elle.
Elle pleurait toujours quand elle pensait que personne ne la regardait. Et elle avait cette pièce à l'étage qui était tout le temps fermée à clé. Elle s'est vraiment énervée une fois quand j'ai posé des questions à ce sujet. Le souffle de Monique se coupa. Une pièce fermée à clé. Ouais, elle disait que c'était un débarras. Qu'il ne fallait pas s'en soucier. Mais une fois, je l'ai entendu y entrer et je l'ai entendu pleurer. Comme vraiment pleurer, sangloter. Clara semblait mal à l'aise. Écoutez, j'étais une enfant curieuse. J'ai essayé la poignée de porte une fois quand elle était au magasin. C'était fermé, mais j'ai regardé par le trou de la serrure. Je pouvais voir que ça ressemblait à une chambre d'enfant. Il y avait des posters sur les murs, des livres sur les étagères. Ça avait l'air figé dans le temps, vous savez, comme un musée. Monique se leva brusquement, sa chaise raclant contre le béton. Son visage était rouge, sa respiration rapide. Un sanctuaire? Elle gardait un sanctuaire. Madame Dubois, ça va? Demanda Chloé, alarmée. Non, non, ça ne va pas. Monique se tourna vers Clara. Cette femme qui accueillait des enfants. Vous souvenez-vous d'autre chose à son sujet? Son nom de famille. L'adresse de la maison. N'importe quoi. Clara secoua la tête, impuissante. Je suis désolée. C'était il y a si longtemps et je n'étais qu'une enfant. Les services sociaux auraient des dossiers, non, sur mes placements? L'ASE a des dossiers, mais ils sont confidentiels, dit Monique, son esprit courant clairement. Mais j'ai des avocats. J'ai des enquêteurs. Si cette femme accueillait des enfants, même de manière informelle, il y aura de la documentation quelque part. Il doit y en avoir. Madame Dubois, dit lentement Clara. Je veux aider. Vraiment. Mais je suis confuse. Vous dites que vous pensez que cette femme a quelque chose à voir avec la disparition de votre fille? Parce qu'elle était triste et avait une chambre fermée à clé? Ça me semble un peu rapide comme conclusion. Vous ne comprenez pas, dit Monique. Quand Camille a disparu, la gendarmerie a enquêté sur tout le monde dans nos vies. Famille, amis, voisins, connaissances. Mais ils se sont surtout concentrés sur mon cercle, d'autres personnes riches, ses amis d'école, les gens de notre sphère sociale. Et s'ils cherchaient au mauvais endroit depuis le début? Et si la réponse était quelque part où ils n'ont jamais pensé à regarder? Chloé toucha doucement le bras de Monique. Nous devons ralentir. Nous devons y réfléchir attentivement. Clara, vous souvenez-vous d'autre chose à propos de cette femme? Son apparence, son travail, son âge? Clara ferma à nouveau les yeux, se concentrant. Elle était blanche, peut-être dans la quarantaine ou la cinquantaine. Elle travaillait de nuit, je crois, ou avait une sorte de travail du soir. Il y avait généralement d'autres enfants qui séjournaient là aussi, de différents âges. Elle semblait toujours fatiguée et triste, vraiment, vraiment triste. Comme si elle portait quelque chose de lourd tout le temps. La détective privée de Monique était une femme nommée Julie Tran, efficace et discrète. Dans les 48 heures suivant leur conversation avec Clara, Julie avait obtenu des dossiers de l'aide sociale à l'enfance, ASE. Cela avait nécessité quelques manœuvres juridiques et l'invocation de l'influence considérable de Monique, mais finalement, elles avaient un nom et une adresse. Nathalie Girard, 57 ans, ancienne famille d'accueil agréée qui avait pris des placements d'urgence de 2008 à 2015. Adresse actuelle, une petite maison à la Belle de Mai, exactement où Clara s'en était souvenue. Selon les recherches de Julie, Nathalie avait travaillé comme infirmière de nuit à l'hôpital de la Timone de 1995 jusqu'à sa retraite il y a 3 ans. Elle ne s'était jamais mariée, n'avait pas d'enfants enregistrés. Mais voici ce qui est intéressant, dit Julie, assise dans le bureau de Monique avec Chloé, que Monique avait insisté pour inclure à chaque étape de cette enquête. Avant qu'elle ne devienne famille d'accueil, il n'y a presque aucune trace de Nathalie Girard. C'est comme si elle n'existait pas avant 2008. Ses diplômes d'infirmière sont valides, mais tout ce qui date d'avant 1999 est juste vide. Pas de dossier d'emploi, pas de baux de location, pas de facture de service public à son nom. Les gens n'apparaissent pas de nulle part, dit Monique. Elle a dû changer de nom. Faites une vérification des antécédents plus complète.
Cherchez des Nathalie ou des femmes avec un prénom similaire qui ont disparu des registres publics vers 1998 ou 1999. Julie hocha la tête. Déjà en cours. Mais Madame Dubois, je dois vous conseiller la prudence. Nous avons un collier qui a pu passer par la maison de cette femme il y a 12 ou 13 ans, avec les affaires de dizaines d'autres enfants placés. Ce n'est pas une preuve de quoi que ce soit de criminel. Si nous abordons cela de la mauvaise manière, nous pourrions être poursuivis pour harcèlement ou diffamation. Je me fiche des poursuites, dit sèchement Monique. Je veux savoir ce qui est arrivé à ma fille. Monique, dit doucement Chloé. Julie a raison. Nous devons être intelligentes. Si Nathalie Girard est impliquée d'une manière ou d'une autre, nous ne voulons pas l'effrayer. Nous ne voulons pas qu'elle détruise des preuves ou disparaisse. Monique ferma les yeux et prit une profonde inspiration. Vous avez raison. Vous avez toutes les deux raison. Alors, que faisons-nous? Nous lui parlons, dit Julie. Mais avec prudence. Pas avec des accusations, juste avec des questions. Voir comment elle réagit lorsqu'elle est confrontée au collier et au nom de Camille. J'ai eu affaire à suffisamment de personnes coupables pour savoir qu'elles se trahissent généralement si vous savez quoi chercher. Elles décidèrent que Monique et Chloé approcheraient Nathalie ensemble, avec Julie attendant à proximité en cas d'urgence. C'était un soir froid de décembre lorsqu'elles se rendirent à la Belle de Mai. Les lumières de Noël sur les maisons semblaient incongrues compte tenu du sombre objectif de leur visite. La maison de Nathalie était petite mais bien entretenue, avec une pelouse soignée et des décorations de fête aux fenêtres. Elle ressemblait à la maison de quelqu'un d'ordinaire, de quelqu'un d'inoffensif. Monique frappa à la porte, la main tremblante. Après un moment, elle s'ouvrit et une femme blanche aux cheveux grisonnants et aux yeux fatigués apparut. Elle portait des vêtements confortables, un jogging et un pull ample, et tenait une tasse de thé. Elle ressemblait à la grand-mère de quelqu'un de gentil, de doux. « Puis-je vous aider ?» demanda Nathalie, sa voix agréable mais confuse. « Madame Girard. Mon nom est Monique Dubois. Voici Chloé Martin. Nous espérons que vous pourrez répondre à quelques questions. C'est à propos d'un collier qui est passé par votre maison il y a de nombreuses années. » Quelque chose vacilla dans les yeux de Nathalie. Reconnaissance, peur, ou peut-être juste confusion. Un collier? Je suis désolé, je ne comprends pas. Êtes-vous des services sociaux? Je n'ai pas accueilli d'enfants depuis des années. Nous savons. C'est à propos de quelque chose qui s'est passé il y a longtemps. Pouvons-nous entrer? Nathalie hésita, puis s'écarta. Je suppose, bien que je ne sache vraiment pas de quoi il s'agit. L'intérieur de la maison était confortable et encombré des possessions accumulées d'une vie vécue seule. Des photos tapissaient les murs, Nathalie avec divers enfants au fil des ans, dont certains semblaient avoir été des placements. Il y avait des livres partout, empilés sur des étagères et des tables. Cela rappela quelque chose à Chloé, bien qu'elle ne puisse pas tout à fait le situer. Madame Girard, dit Monique, sa voix contrôlée mais intense. Il y a 27 ans, ma fille Camille a disparu. Elle avait 17 ans. Elle portait un collier en argent quand elle a disparu. Un pendentif en forme de livre. Ce collier a récemment refait surface. Il a été dans votre maison, mélangé aux affaires d'une jeune fille nommée Clara qui a séjourné chez vous vers 2010 ou 2011. Le visage de Nathalie devint complètement blanc. La tasse de thé glissa de sa main et se brisa sur le parquet, le liquide chaud se répandant sur le bois. Elle ne sembla pas remarquer. Elle fixait Monique avec une expression d'horreur absolue. « Non, murmura-t-elle. Non, ça ne peut pas arriver. Après tout ce temps, ça ne peut pas. Où est ma fille? » La voix de Monique se brisa. « S'il vous plaît, si vous savez quelque chose, si vous avez joué un rôle dans ce qui lui est arrivé, s'il vous plaît, dites-le-moi. J'ai besoin de savoir. J'ai besoin de savoir depuis 27 ans. Vous pensez que j'ai... » Nathalie recula, portant sa main à sa bouche. « Oh mon Dieu! Oh mon Dieu! Vous pensez que j'ai fait du mal à votre fille? L'avez-vous fait? » demanda Monique. « Non. Non. Jamais. Je ne pourrais pas. » Nathalie pleurait maintenant, des larmes coulant sur son visage. Je l'aimais. Je l'aimais tellement.
Elle était tout pour moi. La pièce tomba dans le silence. Ces mots restèrent en suspens dans l'air, impossibles et accablants. Chloé sentit son cœur s'arrêter. Elle regarda Monique, qui s'était figée sur place, son visage un masque de choc et de compréhension naissante. « Qu'est-ce que vous venez de dire ?» murmura Monique. Nathalie s'effondra sur une chaise, son corps entier secoué de sanglots. « Je ne lui ai pas fait de mal. Je l'ai sauvée. Cette nuit-là au parc Borély, j'ai vu ce qui se passait. Je l'ai vu. Il la suivait. Cet homme, jeune, début de la vingtaine peut-être. Il l'avait observé toute la soirée. Et quand ses amis sont partis et qu'elle était seule, il a commencé à la suivre vers la station de tramway. Je pouvais voir son intention. Je suis infirmière depuis 30 ans. Je reconnais les prédateurs quand j'en vois. Vous avez vu quelqu'un suivre Camille? La voix de Monique était à peine audible. Je les ai suivis tous les deux. J'allais appeler la police, mais j'avais peur qu'il n'arrive pas à temps. Il l'a coincée dans une alcôve près de la station. Il avait un couteau. Elle était terrifiée. Je n'ai pas réfléchi. J'ai juste agi. J'avais une lourde lampe de poche dans mon sac. Je l'ai frappé avec, fort. Il est tombé. Et Camille? Elle était en état de choc, pleurant, paniquant. Je l'ai éloignée de là. Je l'ai mise dans ma voiture. J'allais la ramener à la maison, vous la ramenez. Mais ensuite. Mais ensuite quoi? La voix de Monique montait, l'hystérie s'insinuant. Elle a commencé à convulser, là, dans ma voiture. Je suis infirmière. Je savais ce qui se passait. Elle avait eu une sorte d'événement neurologique déclenché par le traumatisme et la peur. Le temps que je l'amène à l'hôpital, un petit hôpital de la Belle de Mai où je savais qu'on ne poserait pas trop de questions, elle était tombée dans le coma. Vous mentez. La voix de Monique était plate, sans émotion. C'est impossible. Camille est morte. Elle doit être morte, parce que si elle ne l'est pas, si elle a été en vie tout ce temps et que vous me l'avez cachée. Elle ne se souvient de rien, dit désespérément Nathalie. Quand elle s'est réveillée 2 semaines plus tard, elle ne se souvenait de rien. Ni de son nom, ni de l'endroit où elle vivait, ni de qui elle était. Les médecins ont dit que c'était une amnésie dissociative combinée au traumatisme neurologique. Ils ont dit que ses souvenirs pourraient ne jamais revenir. Alors vous l'avez juste gardée. La voix de Chloé était tranchante, en colère. Vous avez gardé la fille de quelqu'un. Pendant 27 ans. Je ne savais pas quoi faire d'autre. Sanglotait Nathalie. Au moment où elle s'est réveillée, son visage était partout dans les journaux. Il y avait une enquête massive. L'homme que j'avais frappé, celui qui avait essayé de l'attaquer, il était mort. J'ai vérifié plus tard, j'ai trouvé son nom dans les rapports de police. Je l'avais tué, même si c'était pour défendre Camille. J'étais terrifié. Je pensais que j'irais en prison. Et Camille? Elle était si fragile, si brisée. Elle avait besoin de moi. Elle avait besoin de sa famille. Cria Monique. Elle avait besoin de sa mère. Comment osez-vous? Où est-elle? Interrompit Chloé, sa voix coupant à travers le chaos. Où est Camille maintenant? Nathalie leva les yeux vers elle, les yeux rouges et gonflés. À l'étage. Dans sa chambre. Elle est dans sa chambre depuis 27 ans. Les mots n'avaient pas de sens. Chloé et Monique échangèrent un regard de confusion et d'horreur. Que voulez-vous dire? Elle est dans sa chambre? Demanda Monique. Après son réveil du coma, elle n'a plus jamais été la même. Les dommages neurologiques étaient étendus. Elle peut à peine parler. Elle ne peut pas marcher sans aide. Elle a besoin de soins à temps plein. Je me suis occupé d'elle tout ce temps. J'ai démissionné de mon poste d'infirmière il y a 3 ans pour être avec elle à plein temps. Tout ce que j'ai fait, chaque choix que j'ai fait, c'était pour elle. Emmenez-moi à elle. La voix de Monique était calme. Emmenez-moi à ma fille. Maintenant. Nathalie se leva sur des jambes tremblantes et les conduisit à l'étage. Le couloir était tapissé de plus de photos. Une vie entière documentée sur les murs.
Mais ces photos étaient différentes de celles du bas. Celle-ci montrait une femme vieillissant au fil des ans, mais toujours avec la même expression vide et distante. Camille. C'était sans aucun doute Camille, vieillie de 17 à 44 ans. Ses cheveux sombres maintenant striés de gris, son visage marqué par les années, mais toujours reconnaissable comme la jeune fille des photos de journaux. Nathalie s'arrêta devant une porte au bout du couloir, la pièce fermée à clé que Clara avait mentionnée toutes ces années auparavant. Elle sortit une clé et l'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une chambre figée dans le temps de 1998, mais modifiée pour des soins médicaux. Il y avait un lit d'hôpital, du matériel de surveillance, des étagères de médicaments et de fournitures médicales. Et dans le lit, calée sur des oreillers, se trouvait une femme qui les regarda avec des yeux vides. « Camille » souffla Monique, faisant un pas chancelant en avant. « Oh, mon Dieu !»« Camille, ma chérie, c'est moi. »« C'est maman. » La femme dans le lit ne réagit pas. Elle fixa Monique sans reconnaissance, sans émotion, sans conscience. Elle était vivante, respirant, existant, mais il était clair que ce qui avait fait d'elle Camille Dubois avait disparu depuis très longtemps. Monique tomba à genoux à côté du lit, attrapant la main de Camille, sanglotant de manière incontrôlable. « Je t'ai cherché. Je n'ai jamais arrêté de te chercher. Je n'ai jamais abandonné. Pourquoi ne me l'as-tu pas ramené? Même comme ça, pourquoi ne l'as-tu pas ramené? J'allais le faire, dit doucement Nathalie. Au début. Mais ensuite les semaines sont devenues des mois, et les mois des années. Et j'ai réalisé qu'elle était à moi maintenant. Elle avait besoin de moi. Je l'aimais. Je sais que cela ne justifie pas ce que j'ai fait. Je sais que je suis un monstre, mais je l'aimais. Chloé sortit son téléphone avec des mains tremblantes. J'appelle le 15 et la gendarmerie. C'est un enlèvement. Je sais ce que c'est, dit calmement Nathalie. Je sais depuis 27 ans ce que j'ai fait. Je ne vais pas m'enfuir. Je ne vais pas me battre. Appelez qui vous devez appeler. Mais s'il vous plaît. Sa voix se brisa. S'il vous plaît, laissez-moi lui dire au revoir d'abord. S'il vous plaît, accordez-moi ça. Monique leva les yeux de l'endroit où elle était agenouillée près du lit de Camille, son visage mouillé de larmes. Pendant un long moment, elle fixa Nathalie avec une expression de haine pure. Puis lentement, quelque chose sur son visage changea. Elle regarda Camille, sa fille, qui n'était plus vraiment sa fille, qui était vivante mais ne vivait pas, puis de nouveau Nathalie. « Vous vous êtes occupée d'elle » dit lentement Monique. « Tout ce temps, seule ?»« Oui. Elle est lavée. Ses cheveux sont brossés. Ses ongles sont coupés. Elle porte des vêtements propres. Il n'y a pas d'escarres. Pas de signe de négligence ou de maltraitance. Je ne lui ferai jamais de mal, murmura Nathalie. Jamais. » Monique se leva lentement, tenant toujours la main de Camille. Elle regarda Chloé. « Appelez la gendarmerie. Dites-leur que nous avons besoin d'une ambulance, de personnel médical et d'enquêteurs. Dites-leur. » Elle prit une inspiration tremblante. Dites-leur que nous avons retrouvé Camille Dubois vivante. Pendant que Chloé passait l'appel, Monique se retourna vers Nathalie. Je devrais vous haïr. Une partie de moi vous hait. Vous m'avez volé 27 ans. Vous m'avez privé de ma fille. Vous m'avez laissé croire qu'elle était morte. Vous avez laissé son père mourir en pensant qu'elle était morte. Je sais, dit Nathalie. Je suis tellement désolé. Tellement, tellement désolé. Mais vous lui avez aussi sauvé la vie cette nuit-là. Si vous n'aviez pas été là, si vous n'aviez pas arrêté cet homme, Camille serait morte. Et vous vous êtes occupé d'elle toutes ces années. Vous l'avez aimée quand personne d'autre ne le pouvait. La voix de Monique se brisa. Je ne sais pas quoi ressentir. Je ne sais pas quoi penser. Mais j'ai besoin que vous me disiez tout, chaque détail, chaque moment des 27 dernières années. J'ai besoin de savoir qui ma fille est devenue après que je l'ai perdue. Nathalie hocha la tête et commença à parler. Et alors que les sirènes de police commençaient à retentir au loin, que Chloé se tenait là et témoignait, que Camille gisait dans son lit, inconsciente du chaos qui tourbillonnait autour d'elle, Nathalie leur raconta l'histoire de 27 ans de secrets, de sacrifices et d'un amour qui avait franchi toutes les limites morales, mais qui avait,
d'une manière ou d'une autre, incroyablement, maintenu Camille Dubois en vie. La frénésie médiatique fut immédiate et écrasante. La fille du milliardaire retrouvée vivante après 27 ans. Criaient les gros titres. Une infirmière a gardé l'adolescente disparue dans une chambre fermée. La conclusion la plus choquante d'une affaire de disparition dans l'histoire de Marseille. Chloé se retrouva propulsée sous les feux de la rampe malgré ses meilleurs efforts pour rester anonyme. Elle était la serveuse qui avait résolu l'affaire classée, l'étudiante qui avait réuni une mère et sa fille perdues depuis longtemps, l'héroïne qui n'avait pas laissé un vieux mystère mourir. Elle n'était rien de tout cela, en réalité. Elle s'était juste trouvée au bon endroit au bon moment, portant un collier qu'elle avait trouvé dans une friperie. Mais l'histoire était trop fascinante pour que quiconque se soucie de ses protestations. Elle a fait des interviews qu'elle ne voulait pas faire, a souri pour des caméras qu'elle ne voulait pas affronter, et a accepté des éloges qu'elle ne sentait pas mériter. À travers tout cela, Monique était là, la soutenant, la protégeant du pire de l'invasion médiatique, s'assurant qu'elle ait de l'intimité quand elle en avait besoin. Nathalie Girard fut arrêtée et accusée d'enlèvement. Mais l'affaire était compliquée d'une manière que personne n'avait anticipée. Le bureau du procureur de la République peinait à savoir comment poursuivre une femme qui avait, de l'avis de tous, sauvé la vie de Camille et ensuite consacré les 27 années suivantes à s'occuper d'elle. Les avocats de la défense ont fait valoir que Nathalie avait été motivée par la peur et l'amour, pas par la malveillance. Des experts médicaux ont témoigné sur l'état de Camille, expliquant que même si Nathalie l'avait rendue immédiatement, Camille ne se serait jamais complètement rétablie. Elle aurait nécessité les mêmes soins 24 heures sur 24 que Nathalie avait fournis. L'opinion publique était divisée. Certains qualifiaient Nathalie de monstre qui avait volé la fille d'une mère et méritait la peine la plus sévère possible. D'autres la voyaient comme une figure tragique qui avait fait des choix terribles pour des raisons complexes. Chloé ne savait pas quoi penser. Elle avait vu Nathalie avec Camille, avait été témoin de la manière douce dont elle s'occupait d'elle, de l'amour dans ses yeux malgré tout. Mais elle avait aussi vu la douleur de Monique, les 27 ans d'angoisse qui ne pourraient jamais être effacés. Le procès fut fixé à 6 mois plus tard. Entre-temps, Camille fut transférée dans un établissement de soins spécialisés où une équipe de neurologues évalua son état. Le pronostic était sombre. Les dommages à son cerveau étaient étendus et irréversibles. Elle ne parlerait jamais en phrases cohérentes, ne marcherait jamais sans aide, ne retrouverait jamais les souvenirs de qui elle était avant cette terrible nuit de mai 1998. Elle était vivante, mais la Camille Dubois qui avait aimé les livres et rêvé d'être enseignante était partie pour toujours. Monique lui rendait visite tous les jours. Elle s'asseyait près du lit de Camille, lui tenait la main, lui parlait de tout et de rien. Elle lui montrait des photos de son enfance, lui lisait à haute voix ses enquêtes de fantomètre préférées, lui faisait écouter la musique que Camille avait aimée. Il n'y avait aucune reconnaissance dans les yeux de Camille, aucun signe que quoi que ce soit l'atteignait. Mais Monique s'en fichait. Elle avait perdu 27 ans. Elle n'allait pas perdre un instant de plus, peu importe à quel point leur relation était désormais unilatérale. 3 mois après la découverte de Camille, par un froid après-midi de février, Chloé rendit visite à Monique à l'établissement de soins. Elles s'assirent dans le confortable salon des visiteurs, buvant du mauvais café et regardant la neige tomber dehors. « Comment tenez-vous le coup » demanda doucement Chloé. Monique sourit avec lassitude. « Je ne sais pas. Certains jours, je suis reconnaissante qu'elle soit en vie. D'autres jours, je suis en colère de ne pas pouvoir retrouver ma vraie fille. Et certains jours, je suis juste engourdie, comme si rien de tout cela n'était réel. C'est compréhensible. Vous êtes en deuil. Je suis en deuil depuis 27 ans. On pourrait penser que je serais douée pour ça maintenant. » Monique posa son café. « Le procès commence le mois prochain. Le procureur veut que je témoigne sur la douleur que Nathalie m'a causée, sur ce que c'était de perdre Camille. Mais je ne cesse de penser à ce qu'elle a dit cette nuit-là, qu'elle aimait Camille. Et je la crois. Elle l'aimait. Elle l'aime toujours. Ça ne rend pas ce qu'elle a fait acceptable, dit Chloé prudemment. Non, en effet. Mais ça rend les choses compliquées. Monique regarda Chloé. J'ai réfléchi à quelque chose. Ce collier, il m'a mené à vous. Et vous m'avez mené à Camille. Si vous ne l'aviez pas acheté, si vous n'aviez pas travaillé à ce gala, si vous n'aviez pas été assez courageuse pour m'aider, Camille serait toujours dans cette pièce, et je me demanderais toujours ce qui lui est arrivé.
Vous m'avez donné des réponses, même si ce ne sont pas les réponses que je voulais. Je portais juste un collier, dit Chloé, mal à l'aise. Vous avez fait plus que ça. Vous avez écouté. Vous vous êtes soucié. Vous avez utilisé votre voix et votre présence dans des espaces où les gens comme vous sont souvent invisibles pour faire une différence. Monique tendit la main à travers la table et prit celle de Chloé. Je veux faire quelque chose pour vous. J'ai créé un fonds de bourse d'études à l'université Aix-Marseille au nom de Camille. Une bourse complète pour les étudiants qui font preuve d'un caractère et d'une détermination exceptionnelle malgré des circonstances difficiles. Vous en êtes la première bénéficiaire. Les yeux de Chloé s'emplirent de larmes. Monique, vous n'êtes pas obligée. Je sais que je ne suis pas obligée. Je le veux. Laissez-moi faire ça. S'il vous plaît. Laissez-moi transformer une partie de cette douleur en quelque chose de bien. Le procès eut lieu. Nathalie Girard fut reconnue coupable d'enlèvement, mais reçut une peine relativement légère, 10 ans, avec possibilité de libération conditionnelle dans 5 ans, en raison des circonstances inhabituelles de l'affaire. Elle accepta le verdict avec une dignité tranquille et ne demanda qu'une chose, qu'on lui permette d'écrire à Camille, même si Camille ne pourrait jamais lire ou comprendre les lettres. Monique, à la surprise générale, accepta. Peut-être qu'un jour je les lui lirai, dit Monique à Chloé par la suite. Peut-être que ça m'aidera à comprendre ce qu'ont été ces 27 ans pour elles deux. Ou peut-être que je les brûlerai. Je ne sais pas encore. Mais je pense. Je pense que le pardon est quelque chose vers quoi je dois travailler, même si je n'y parviens jamais complètement. Pour ma propre paix, si ce n'est pour autre chose. 5 ans après cette nuit au gala, Chloé se tenait sur une estrade à l'université Aix-Marseille, portant sa tenue de remise de diplôme et acceptant son diplôme. Dans le public, Monique regardait avec fierté. Camille était là aussi, dans son fauteuil roulant, accompagnée d'une infirmière privée. Elle ne comprenait pas ce qui se passait, mais Monique avait insisté pour l'amener. Elle devrait être là, avait dit Monique. Même si elle ne le sait pas. Son nom est sur la bourse qui a rendu cela possible. Elle fait partie de cette histoire, elle aussi. Après la cérémonie, alors que Chloé posait pour des photos avec Monique et Camille, une jeune fille noire les approcha timidement. Elle avait peut-être 13 ans, avec des yeux brillants et une expression pleine d'espoir. « Excusez-moi, dit-elle à Chloé. Êtes-vous la femme qui a résolu cette affaire de disparition? Celle avec le collier? Oui, je suppose que oui, admit Chloé. C'est trop cool. Je veux être détective quand je serai grande. Ou peut-être avocate. Je veux aider les gens comme vous l'avez fait. La fille rayonnait. Je peux prendre une photo avec vous? Alors que Chloé posait avec la fille, elle croisa le regard de Monique et la vit sourire à travers ses larmes. C'était ce qui naissait de la douleur, de la perte, de tous ces événements terribles qui avaient commencé il y a 27 ans. La connexion, l'espoir, l'inspiration, la détermination à faire mieux et à être meilleur pour les gens qui viendraient après. Le collier avait été une pièce à conviction au procès, mais avait été rendu à Monique par la suite. Elle l'avait offert à Chloé, mais Chloé avait refusé. Il appartient à Camille, avait-elle dit. C'est son histoire. Alors Monique l'avait fait placer sur une délicate chaîne autour du cou de Camille, où il reposait chaque jour, un rappel de la jeune fille qu'elle avait été et de l'étrange et douloureux voyage qui l'avait ramenée à la maison enfin. Pas le retour que quiconque avait imaginé, mais un retour néanmoins. Une fin à l'ignorance, qui était peut-être la torture la plus cruelle de toutes. Et chaque jour, Monique s'asseyait avec sa fille, lui tenait la main, et lui racontait des histoires. Sur Chloé, sur Nathalie, sur toutes les personnes dont les vies s'étaient croisées de manière si inattendue. Camille ne répondait pas, ne montrait aucune compréhension. Mais Monique parlait quand même. Parce que l'amour, avait-elle appris, ne consistait pas à recevoir quelque chose en retour. Il consistait à être présent, jour après jour, même lorsque la personne que vous aimiez ne pouvait pas vous rencontrer à mi-chemin. Cher ami, parfois la vérité que nous cherchons n'est pas la vérité que nous voulons trouver. Mais cela ne la rend pas moins importante. L'histoire de Camille Dubois nous rappelle que le monde est plein de gens compliqués faisant des choix impossibles dans des circonstances désespérées. Elle nous rappelle que les suppositions basées sur l'apparence ou le statut social peuvent nous aveugler à la vérité. Plus important encore, elle nous rappelle que chaque personne que nous croisons dans la rue,
chaque serveur a un gala, chaque étudiant luttant pour joindre les deux bouts, porte en lui le potentiel de changer la vie de quelqu'un pour toujours. La bourse Camille Dubois continue aujourd'hui, aidant des dizaines d'étudiants à poursuivre leurs études. Monique rend toujours visite à Camille chaque jour. Et Chloé? Eh bien, elle a obtenu son diplôme avec mention et travaille maintenant comme défenseur des familles de personnes disparues, utilisant sa voix pour s'assurer que chaque disparition soit prise au sérieux, indépendamment de la race, du statut social ou des circonstances de la victime. Cette histoire est née d'une rencontre fortuite, d'un collier, et d'une jeune femme qui a refusé de détourner le regard quand quelqu'un avait besoin d'aide. Quelle rencontre fortuite ignorez-vous chaque jour? Quelles histoires restent non racontées parce que personne ne prend le temps d'écouter? Si cette histoire vous a ému, si elle vous a fait réfléchir aux personnes invisibles qui vous entourent et au pouvoir que nous avons tous de faire une différence, s'il vous plaît, aimez cette vidéo et abonnez-vous à notre chaîne. Partagez-la avec quelqu'un qui a besoin qu'on lui rappelle que chaque personne compte. Chaque histoire mérite d'être entendue. Et que parfois, les choses les plus extraordinaires viennent des moments les plus ordinaires. Merci d'avoir écouté l'histoire de Camille. Merci d'avoir vu Chloé. Merci de croire que la vérité, aussi douloureuse soit-elle, vaut toujours la peine d'être poursuivie.